Jacques-Antoine Granjon, bonjour. Bonjour Isabelle. Président directeur général du groupe VP, que vous avez fondé en 2001 avec plusieurs associés. On vous remercie d'être présent ici dans notre studio EY. Tout le monde connaît le groupe VP. Vous avez fêté très récemment vos 20 ans. Mais je pense que néanmoins, il est important de donner quelques indicateurs sur votre groupe. Plus de 5000 collaborateurs, 5500 je crois. Un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. Vous avez une présence européenne. Vous avez plus de 66 millions de membres qui vous font confiance. Et plus de 5 millions de membres se connectent quotidiennement sur votre site. Vous avez été notre lauréat national du prix de l'entrepreneur de l'année en 2016. Nous fêtons aujourd'hui nos 30 ans, le 30 ans du prix de l'entrepreneur de l'année. Alors, si vous me permettez, j'ai une première question à vous poser. Que faisiez-vous il y a 30 ans, Jacques-Antoine? Il y a 30 ans, 1992, je pense qu'on était en train de construire, enfin je pense pas, j'en suis sûr, on était en train de construire et de développer notre petite société de déstockage physique, grossiste, soldeur, en commençant à construire avec divers associés que je suis allé chercher, différentes sociétés de déstockage, mais toujours dans le physique, en vendant à des solderies, sur les marchés, à des hauts forains sur les marchés, chez Tati, chez la Poire en Deux, toutes les grandes solderies. Et nous étions en train de commencer à se dire comment allons-nous pérenniser ce déstockage des marques, qui est assez fondamental, même s'il est au bout de la chaîne industrielle de la fashion. Comment on va le pérenniser en apportant finalement la confiance nécessaire avec la relation dans ces marques pour qu'elles nous confient leur stock qui commençait à devenir dans les années 90 vecteur d'image. Parce que jusque dans les années 80, les stocks des marques étaient un peu distribués n'importe où. Et à partir de 1990, la valeur image devient fondamentale. Et donc le 92, c'est vraiment ça, c'est comment on se met en place pour faire en sorte que les marques nous fassent confiance longtemps pour nous confier leur stock. Et ça arrivera un peu plus tard avec les prémices des premières réflexions sur qu'est-ce que c'est l'Internet, 96, 97, 98, comment on peut adapter notre vieux métier de soldeur dans un métier différent, c'est soldeur digital, en créant VP, qui est une société de vente événementielle qui déstocke les marques, à la base. Si vous permettez une question maintenant un peu plus, qui va retracer l'histoire, cette fois de VP, est-ce que vous pourriez nous rappeler, s'il vous plaît, les différentes étapes de la construction, de la transformation du groupe, donc depuis plus de 20 ans maintenant? Alors oui, pour le faire de façon synthétique, la réflexion de 92, mais vraiment à partir du moment où le digital apparaît, en 96, j'achète les anciennes imprimeries du Monde et j'en fais le siège social de mon affaire de gros, et je me souviens avoir mis des prises de RG45 partout, dans les bureaux et dans les entrepôts, en disant un jour il y aura des ordinateurs. Est-ce que j'avais une vision? Pas du tout. J'ai juste dit, tiens, un jour, il y aura les ordinateurs là, parce que l'information passera par quelque chose qui va s'appeler l'Internet, et que je ne connaissais pas du tout à l'époque, même s'il y avait déjà le Minitel. Mais à ce moment-là, après une période où on a testé différents modèles, et sans succès, 2000-2001, création de VP. Modèle simple, hein, vente événementielle, de stock, on sait très très bien les acheter, mettons-les en avant, auprès du consommateur final, de façon créative, avec un prix super agressif. Donc les marques, un discount fort et un produit à déstocker. C'est ça VP. Hein. Et on ne sait pas ce que ça va devenir. 2001-2004, franchement, encéphalogramme plat. L'ADSL n'existe pas, ça arrive en 2004, et c'est le vrai démarrage de VP. 2005 à 2012, on va dire, ou 2010, hyper croissance. Comme on a inventé une façon de déstocker les marques de façon extrêmement qualitative, on fait une hyper croissance parce que les marques nous confient leur stock et sont très heureuses des volumes qu'on fait et de la façon créative. Donc on arrive à avoir créé ce circuit de distribution pour leurs invendus. À partir de 2010-2012, pour continuer à avoir cette croissance, c'est diversification, à la fois dans les produits.
C'est l'époque où on lance le vin, le voyage et divers produits dans l'électronique, etc. Diversification géographique et l'aventure américaine. Et on va dire que cette période se clôture avec la fin de l'aventure américaine. 2014, recentrage. L'Amérique est un pays d'outlet. Il n'y a aucune raison de vendre mieux les marques de façon qualitative dans un pays des outlets. On ferme, on se recentre sur l'Europe. 2014, 2016, recentrage. Les concurrents sont arrivés. L'Internet est en train de mûrir. Et nous, recentrage sur notre cœur de métier et sur cette concurrence qui est partout. On a été copié dans le monde entier par des centaines de concurrents. Et donc, le marché se tend parce que le stock devient une denrée rare, recherchée par tous les acteurs qui nous ont copiés. 2016-2019, période dans laquelle on se dit la croissance organique en Europe est trop lente. Pourquoi? Parce que le modèle qu'on a développé en France est très puissant. En France, on est connu, on a une communication très forte et très spécifique. Et cette communication si forte et spécifique, on n'arrive pas à la reproduire en Europe de la même façon. Et on passe d'une croissance organique à une croissance par acquisition. Et on achète en 2016-2017 tous les leaders qui nous ont copiés dans les pays européens, leaders profitables qui nous ont copiés dans les pays européens où on veut s'installer. Grosse acquisition, c'est presque 500 millions d'euros d'achat qu'on finance par emprunt bancaire parce que je ne veux pas diluer et perdre le contrôle de l'entreprise. Et on devient leader européen de ce métier car personne n'a réussi à implanter ce modèle de déstockage et de vente de produits en fin de vie sur Internet. 2019, après cette période d'acquisition, on se retrouve face à la difficulté d'une boîte qui est plus grosse, qui doit intégrer des sociétés qu'elle a achetées avec d'autres cultures et qui a été challengée sur son business model qui à la base est très B2B. Nous sommes au service des marques et bien évidemment au service de nos membres, mais aux membres on leur fait une promesse et on doit tenir la promesse. Mais la réalité c'est que VP est une boîte B2B2C et donc essentiellement business to brands. Et dans cette recherche permanente que les entreprises peuvent avoir sur la croissance, l'entreprise avait un peu dévié pour devenir plus proche de la croissance par le client final plutôt que s'intéresser au pur déstockage et à tous les services qu'on pourrait apporter aux marques comme on le faisait. Et donc, il y a une période très très difficile où l'entreprise a grossi, l'intégration se fait mal. Et moi, je reviens aux commandes. J'avais quitté les commandes opérationnelles. Voilà. Et je reviens aux commandes en 2019 pour remettre les fondamentaux qui avaient un peu disparu dans l'entreprise. Exemple, on livre à 12 jours, on m'explique qu'il faut livrer en une journée. Mais pour livrer une journée, dans notre modèle, il faut acheter les stocks. On me dit, le shipping à 6 €, c'est trop cher. Oui, mais vous avez une marge un peu sur le shipping. Donc, le jour où vous baissez votre shipping, vous n'avez plus de marge. Et donc, cette marge est une partie du profit. Et donc, vous vendez pas plus, vous faites pas plus de croissance, mais votre profitabilité est extrêmement attaquée. C'est cette situation que je découvre finalement en 2019. Et 2019, je reprends en main les opérations et en quelques réformes qui ont été facilitées bien évidemment par la crise du Covid. La crise du Covid a permis à la boîte de prendre conscience des erreurs du passé, de mobiliser les équipes, de mettre en place les réformes pour revenir au modèle extrêmement profitable qu'on avait toujours exercé, et aussi d'accélérer notre croissance parce que on devient à ce moment-là un circuit de distribution extrêmement important à une époque où les magasins sont fermés, donc on n'a aucune loi à en tirer. Il y avait bien évidemment plus de stocks et donc VP et d'autres sites, soit événementiels ou soit de e-commerce qui existaient, ont connu une forte croissance. Voilà. Et finalement, pour arriver à 2022, la société a réduit ses dettes, est redevenue profitable, a remis en place ses anciennes formules qui fonctionnent. 2022, c'est les 10 prochaines années avec un plan stratégique justement d'une croissance différente qu'on est en train de mettre en place. Je voudrais juste qu'on revienne sur un point s'il vous plaît. Comment avez-vous fait pour fédérer vos collaborateurs pendant cette période de Covid? Parce que bien évidemment, tout le monde était enfermé chez soi, on commandait, mais derrière, il fallait que ça suive. Parlez-nous un peu de l'état d'esprit de la boîte à ce moment-là. Écoutez, ça a été... Est-ce que le fait d'avoir été aux commandes, d'avoir repris les commandes justement en 2019, est-ce que ça n'a pas été finalement un élément très important pour fédérer l'ensemble des collaborateurs Non, mais le fait que à partir de novembre, décembre,
2019, je reprenne les commandes, fait que j'essaye de recentrer. Je me sépare d'une grande partie du COMEX, je fais monter des jeunes qui sont dans l'entreprise et qui la connaissent bien, avec un plan de recovery, parce que la boîte faisait 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais était en train de perdre sa profitabilité. Donc il y a vraiment un focus sur le recovery de notre modèle, sur une boîte qui était toujours aussi fantastique. On battait tous les records de vente et on avait perdu notre profitabilité. Donc il y a un véritable recentrage. Et franchement, je rends hommage à mon patron de l'IT qui a mis en place, mais bien avant l'arrivée du Covid, un plan de fonctionnement en remote. C'était lié aux événements des Gilets jaunes, c'était lié ensuite aux grandes grèves qu'il y a eu, etc. Il a dit non, il ne faut pas être coincé. Et donc, le 16 mars 2020, 5000 personnes, presque 5000 personnes dans le groupe, se retrouvent en remote et ne sont revenus travailler qu'en octobre, travailler dans les bureaux de VP, qu'en octobre 2021. Donc, nous avons été exemplaires en termes des outils qu'on avait développés, qu'on avait mis en place, la gestion des problèmes, la cellule de crise, etc. Et là, les équipes ont accompagné cette période difficile de à la fois recovery de la boîte et puis reboostage, puisqu'on a connu la forte croissance qu'a connu le e-commerce à ce moment-là, et VP en a fortement participé. Ensuite, il y a le sujet de la logistique et des gens qui travaillaient soit au shooting, on a encore un peu de shooting, on est beaucoup passé en intégration, on en a encore, et à la logistique. Et je peux vous le dire, maintenant je peux le dire, mais le 28 mars 2020, j'avais 42 fièvres, j'avais le Covid, je reçois un appel de la patronne de la CGT de VP qui m'appelle le matin et qui me dit « Jacques-Antoine, est-ce que vous savez que les gens pleurent pour venir, ils sont terrorisés pour venir travailler dans les entrepôts ?» On était à une période où on ne savait pas ce qui allait se passer. On ne savait peut-être même pas si on allait peut-être pouvoir continuer à faire des ventes, parce qu'on ne savait même pas si on allait pouvoir ouvrir nos entrepôts. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez, Pierrette? Et elle me dit, je voudrais que les gens puissent exercer leur droit de retrait. Le droit de retrait, c'est on ne travaille pas et on est payé quand même. Et j'ai dit, ok, faisons le droit de retrait. Et Pierrette m'a dit, je vous remercie, je vais le dire aux collaborateurs. On avait déjà 40% de taux d'absentéisme. Des gens qui ne pouvaient pas faire garder leurs enfants, etc. Il n'y a eu que 15% de plus. Mais ça a été fondamental, parce que ça veut dire que, je leur ai dit, si vous voulez ne pas venir, ne venez pas. Mais si vous venez, on va faire en sorte de garantir votre sécurité. Vous allez venir travailler 4 jours sur 7. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, et on faisait des week-ends de 3 jours. Et comme on n'a pas embauché d'intérimaires à cette époque-là, parce qu'on ne pouvait pas livrer les produits, puisqu'il y avait beaucoup moins de camions de la Poste, il y avait des sujets avec Colissimo, etc., on avait des entrepôts qui étaient assez clairsemés, et surtout on a dit à nos membres, on ne sait pas quand on va vous livrer. Et on a fait ça jusqu'à la fin des 3 mois de grande crise du Covid, dans lequel on a eu ce qu'on appelle un backlog, c'est-à-dire des stocks très importants qu'on avait vendus mais qu'on n'avait pas encore livrés. Voilà comment on a traversé ce moment extrêmement fort. Et on a lancé au même moment le chantier de l'intégration. On avait 8 plateformes, puisqu'on avait fait beaucoup d'acquisitions, d'arriver sans casser le business, à transformer ces 8 ou 9 plateformes dans une seule plateforme. Ça a été un travail titanesque et ça a soudé les équipes. Parce que pour arriver à bien réaliser ce projet tech, il faut d'abord être certain qu'on a tous le même business model. Parce que c'est pas parce que vous avez acheté une boîte qui fait à peu près la même chose que vous qu'elle le fait pareil. Et deuxièmement, être sûr que l'organisation humaine des équipes correspond à une organisation européenne et pas des sociétés qu'on essaye d'assimiler sans bien comprendre la façon dont on le fait. Donc je crois que ce qui a été fédérateur, pour répondre maintenant synthétiquement à votre question, c'est la qualité des équipes, la qualité du management qui a pris en charge cette nouvelle façon de fonctionner derrière des écrans, d'avoir aussi le fait d'avoir été là pour les marques. On le dit pas, j'ai pas fait des articles pour le dire, mais les marques n'avaient plus de réseau de distribution. Et donc, nous avons été capables de vendre leurs produits et de leur donner
des chèques rapidement, des virements rapidement, pour qu'elles puissent tenir cette période. Nous avons été un circuit de distribution très fort, nous avons répondu présent. Et tout ça, les collaborateurs l'ont senti, parce que comme on est une société très B2B, finalement, être auprès des marques à ce moment-là a été fondamental. Voilà. Donc l'entreprise s'est soudée et ça a marché. Donc comme ça a marché, finalement, les réformes, pour revenir à ce qui était VP 2012, 2014, 2008, ont été assimilées par tous les collaborateurs européens qui faisaient le business différemment. Et aujourd'hui, on a une société, une seule plateforme européenne, très soudée, très organisée. Je voudrais juste maintenant que l'on parle d'innovation. Alors, Groupe VP est leader en termes de part de marché. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui des innovations les plus majeures que vous avez mises en œuvre récemment? Alors, VP s'est construit sur l'innovation. À la base, on est des commerçants, soldeurs, on devient soldeurs digitaux. Donc, dès 2001, 2002, 2003, même la photo digitale n'est pas encore au point. On shoot avec des appareils classiques et on va faire développer pour passer en digital sur des disquettes, nos shootings de mannequins, etc. Donc, dans les années 2006, 7, 8, 9, on s'aperçoit que 40 mannequins par jour qui viennent chez VP pour faire des catalogues, 40 photographes, 40 maquilleurs, on ne va pas tenir le rythme de la croissance. On passe de quasiment zéro en 2004 à 1,5 milliard en 2012. On ne va pas tenir le rythme de production et donc on va racheter une société en Suède qui fait des mannequins virtuels. Donc l'innovation est partout. Mais elle est toujours axée sur quoi? Sur comment mieux servir les marques, puisqu'on est B2B, comment faire en sorte que nos équipes aient des outils de meilleure qualité pour exercer leur métier, et puis après, comment développer l'UX pour notre client final. Nous, ce qui est important, c'est comment dans notre métier, on va pouvoir le faire différemment. Exemple, au début, on déstocke les produits qui sont dans les entrepôts des marques. Ensuite, on va essayer de déstocker les produits qui sont dans les boutiques des marques. Et maintenant, avec tout ce qu'on fait sur le seconde main depuis 2 ans maintenant chez VP, on regarde comment déstocker ce qui est dans les armoires de nos membres. On a 66 millions de membres, donc là, il y a un nombre infini de produits. Et donc là, il y a les innovations, on est un site assez protéiforme, il y a du Vinted-like, mais il y a aussi du vestiaire collective-like, et il y a du recycle, ce qu'on fait, c'est un modèle qu'on a inventé et qui est propre à nous, en échange de coupons, les membres renvoient des produits et puis ils vont dépenser le coupon chez un grand distributeur ou chez la marque. L'innovation, elle est en permanence. Aujourd'hui, le sujet, c'est le pricing dynamique. Par exemple, comment on fait en sorte que les produits qu'on ne vend pas sur VP, alors que des centaines de milliers de personnes les voient, partent plus vite. Donc, il faut les pricer différemment. Donc, il y a des outils de pricing. Ça part toujours de bon sens commercial. Exemple, on a des retours importants. 8%, donc on vend 125 millions de produits, 8% de 125 millions, c'est 10 millions de produits par an. 10 millions de produits qui vont revenir chez nous. Bon, ok, c'est bien, mais on a eu beaucoup de mal à les avoir. Les stocks, c'est une denrée rare. Comment on va faire en sorte que ces produits, on puisse les remettre en vente sans avoir besoin de les renvoyer dans les entrepôts de la marque, qui va peut-être nous les renvoyer ensuite. Donc, comment on va faire que ces retours puissent être revendus d'un membre à un membre ou par une autre méthode, c'est-à-dire ils reviennent chez nous et immédiatement on les remet en vente. Donc, vous voyez, l'innovation, elle est toujours sur du bon sens de comment s'améliorer. Alors, soit on rachète aussi des startups parce qu'on s'aperçoit que ça va plus vite de racheter une startup. Normalement, on gagne du temps si on arrive à bien intégrer la startup ou pas. Ça arrive qu'on n'y arrive pas. C'est tout ça chez VP et c'est en permanence parce que et c'est au centre de notre stratégie parce que notre core business est assez capé par le nombre de pièces en stock disponibles et donc il faut optimiser notre métier pour le faire à chaque fois mieux pour toujours arriver à vendre tout ce stock disponible et pas seulement une partie et s'en contenter. Alors, vous ne nous avez pas parlé de quelque chose qui nous a bien interpellé parce qu'on a lu dans la presse votre projet de puce de Saint-Denis. Ah oui, mais alors faux, ça c'est... Non, c'est pas... Il y a plusieurs choses dans ce projet. Il y a à la fois, premièrement, c'est l'aboutissement physique d'un projet
très important qui est la seconde main chez VP, qui est plus qu'un projet, hein, puisqu'aujourd'hui, la seconde main chez VP, c'est 100 000 € de téléphone par jour reconditionné, c'est des centaines de milliers de pièces qu'on a récoltées auprès de nos membres, c'est un site qui est en train de développer le M2M, c'est-à-dire recréer la communauté VP pour s'échanger les produits. Et l'aboutissement de ce projet passe par, il y a toujours beaucoup de communication chez VP derrière des choses réelles, passe par deux choses, qui est notre projet upcycling, c'est récupérer des produits et en faire des produits upcyclés qu'on va pouvoir revendre. Et on a un très très joli projet là-dessus, plus qu'un projet, puisqu'on a déjà 10 personnes qui créent des produits à partir de produits qu'on ne peut plus revendre. Et on a cette halle, qui est un bâtiment de 4000 m², magnifique, en face du Stade de France, et sur lequel on veut créer des événements, dans lesquels on vendra aussi dans cette halle des produits de seconde main, avec des événements musicaux, mini-concerts, etc., food truck, donc faire un lieu, le premier lieu d'événements physiques. Et donc là, c'est de la résonance dans les réseaux sociaux, etc. Vous voyez, donc ça, c'est l'aboutissement d'un projet industriel avec un projet de communication très fort. Dans le prolongement de ce qu'on vient d'évoquer ensemble, quelles sont les actions majeures qui ont été mises en œuvre au sein de VP? Alors, il y a beaucoup de choses. À la base, déjà, VP est une société qui a été créée dans le 93. On est à la Plaine Saint-Denis et sur lequel on exerce notre activité depuis 20 ans. Et VP rayonne de la Plaine Saint-Denis, mais aussi grâce à la Plaine Saint-Denis et à sa localisation, à la qualité des collaborateurs qui y vivent. On a beaucoup de personnes qui vivent dans le 93 et qui travaillent chez VP. Sur l'évolution de tout ce qu'on peut faire en termes, ce qu'on appelle RSE, qui n'est pas un joli mot, mais en termes de comment une entreprise qui est au bout d'une chaîne industrielle et qui elle-même pollue, hein, et comment on fait en sorte de satisfaire les exigences à la fois de nos membres, mais aussi les besoins des marques et aussi les demandes fortes de nos collaborateurs et de leur prise de conscience. On ne peut plus faire de greenwashing, hein. Au début, ok, on ne sait pas comment trop faire, et puis après, on essaye d'identifier où est-ce qu'on pollue le plus. Alors, par exemple, sur les serveurs et l'alimentation des serveurs, le sujet, c'est comment utiliser pour nos serveurs une énergie qui est beaucoup plus verte. C'est pas simple, ça coûte plus cher, mais on le fait. Le sujet ensuite, c'est comment, nous, on a beaucoup de pollution liée au transport de marchandises, des marques vers nous, de nous vers les clients, avec Colissimo, avec tous nos prestataires, en dropshipment, etc. Donc là, c'est d'utiliser le plus possible des camions qui soient avec des nouvelles énergies là aussi, et on travaille main dans la main avec Colissimo, à la fois sur donc je viens de vous le dire, d'autres énergies, mais aussi la façon dont les camions sont remplis, et d'où découle d'ailleurs à ce moment-là l'idée de faire return pour justement éviter que les retours reviennent chez nous pour repartir dans les entrepôts, des marques, etc. Dans le voyage, par exemple, on va pas dire on arrête le voyage. Surtout à une époque en ce moment où les gens rêvent de continuer de voyager, où on fait même des chiffres supérieurs en ce moment aux chiffres qu'on faisait avant Covid. Donc le voyage, c'est planter des arbres et compenser au même titre d'ailleurs que le font les compagnies d'aviation qui le font. Donc ça, c'est une compensation double finalement, puisque les compagnies le font, et nous, en tant que vendeurs de voyages dans le monde entier, moyen courrier, long courrier, on le fait aussi. Après, finalement, quand on regarde, il y a plein d'autres projets, hein, mais quand on regarde de près ce qu'on fait, nous, on est au bout de la chaîne industrielle de l'industrie, essentiellement fashion, mais sur plein d'autres choses. Quel est le meilleur moyen de moins abîmer la planète? C'est justement de vendre et d'avoir un projet extrêmement ambitieux sur la seconde main. Est-ce qu'on est en retard par rapport à des sites qui le font depuis des années? On le fait depuis 2 ans. Non, je ne pense pas qu'on soit en retard du tout. Je pense que c'est un projet vaste. Et justement, VP peut aborder ce sujet-là. Je ne voulais pas le faire avant, parce que je pensais que la seconde main, il y a quelques années, était compliquée à vendre sur un site qui mettait en valeur les marques et l'image des marques. Aujourd'hui, la seconde main est devenue hype. C'est pour ça que c'est non seulement quelque chose qui nous intéresse, mais c'est désormais profondément ancré dans notre stratégie. Jacques-Antoine, vous avez développé un modèle de croissance pérenne, un groupe solide, une marque de renom, dans un environnement de plus en plus compétitif. Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Alors, quand on parle du passé, on peut se réinventer des histoires, on s'était dit, allez, on va faire ça, et on l'a fait. Non, mais la vie, je trouve que c'est pas toujours comme ça. C'est plutôt, VP, c'est une histoire on avance dans la jungle avec une machette. Quand on se trompe, on recule, et on prend d'autres chemins, etc. Donc, je sais pas où on sera dans 10 ans. Mais moi, l'objectif que j'ai avec les actionnaires de VP et avec les collaborateurs de VP, c'est d'être le site qui traite tous les sujets liés au déstockage, à la seconde main, à la promotion, au service des marques. Et donc d'être implanté comme le site européen dans lequel, dès que vous voulez une promotion, vous allez regarder ce qui se passe chez VP. Tout ça, ça passe par quoi? C'est très simple. Hein. Je dirais, il y a 4 axes. Ça passe d'abord par les collaborateurs. Les collaborateurs, il faut en prendre soin. Ils sont chassés. Nous, on est une boîte on est depuis 21 ans dans le digital. Hein. Alors même si on fait des métiers pas très proches du digital, dès que vous avez étiquette VP, vous êtes dans le digital et donc vous êtes chassé encore plus. Et donc ça veut dire en prendre soin, leur donner des projets qui leur permettent de se construire, qui soient excitants, qui leur donnent du plaisir à développer et qui soient responsables pour la planète. C'est-à-dire que ça ne peut pas être du greenwashing, ce que je vous raconte. Sinon, le collaborateur, il s'en rend compte tout de suite et il ne reste pas. Donc, prendre soin de ses collaborateurs dans un monde qui est plus compliqué, dans lequel les gens veulent travailler en remote, mais veulent aussi être ensemble. Où on sera dans 10 ans, c'est là où nos collaborateurs nous ont permis d'aller, déjà, premièrement. Deuxièmement, nous avons un métier où nous sommes leaders en Europe. Et nous voulons continuer à être leader en Europe. Ça veut dire s'améliorer en permanence sur notre core business. Et le core business, c'est le déstockage des marques de façon événementielle, et c'est très puissant. Troisièmement, nous avons plein de projets qui sont au-delà du core business. Le voyage est un exemple. Hein. On faisait avant le Covid presque 400 millions d'euros dans le voyage. Moi, je vais faire 1 milliard dans le voyage. Donc, continuer à développer les projets très importants qui sont 3 axes, le voyage, notre marketplace, qui est en fait une brand place qui est au service des marques. C'est des marques qui ouvrent leurs boutiques et qui font leur promo de leur collection en cours chez nous. Et la seconde main. Vous voyez, trois gros projets en plus du corps. Ça, c'est troisièmement. Et quatrièmement, toujours essayer de revenir à l'essence qui rend les choses plus agiles quand vous les faites. Revenir à l'essentiel, c'est-à-dire simplifier, toujours simplifier, pour, en simplifiant sur les outils, laisser place à la créativité. Si on arrive à faire tout ça, dans 10 ans, je dis pas on sera une boîte exceptionnelle, parce que je pense qu'on est déjà une boîte exceptionnelle, mais je pense qu'on aura en tout cas une pérennité exceptionnelle et on pourra être fier d'avoir réussi ça, mais c'est 10 ans, c'est encore beaucoup de travail. C'est encore beaucoup de travail. Jacques-Antoine, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous deux. Merci.